Merci beaucoup de ton accueil. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler exactement d'une stratégie de résilience appliquée à un territoire tel que c'était marqué dans le programme, parce qu'il faudrait beaucoup plus que 10 minutes. Mais je vais vous parler un peu de résilience quand même et la façon dont ça prend toute sa place dans une logique de ville durable, puisque c'est bien la thématique d'aujourd'hui. Donc, France Ville Durable est une association qui a cette particularité de réunir dans un même collectif de réflexion, de travail et d'action des parties prenantes professionnelles de la ville durable qui ne travaillent pas toujours ensemble, qui ont chacune des visions, des actions pour développer la ville durable, mais qui sont toutes dépendantes les unes des autres. 4 grandes catégories. Les collectivités locales, bien sûr, les territoires, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que les actions peuvent prendre corps en réalité sur le terrain. Donc l'Assemblée des communautés de France, par exemple, qui couvre la quasi-totalité du territoire national, des grandes villes, Grenoble, Orléans, ou encore Dunkerque, dont le maire, Patrice Vergrit, est également le président de l'association France Ville Durable. Mais il y a aussi dans cette association le législateur, le régulateur, l'État, dont les actions sont absolument aussi indispensables à l'élaboration de nos solutions collectives de ville durable. Il y a aussi les entreprises, parce qu'une ville durable a besoin d'une économie durable. Donc on a aussi bien les grands comptes, classiques, entre guillemets, qui sont bien présents dans la vie de l'association, et des associations plus petites. Et puis enfin, il y a un dernier collège d'experts, parce que l'expertise et la science, la connaissance technique devient de plus en plus importante dans ces logiques de développement territorial durable. Notamment la Fédération nationale des agences d'urbanisme participe aux travaux de cette association, ou encore l'Ordre national des architectes, des notaires, etc. Tous ces acteurs se sont mis ensemble dans une idée qu'on pouvait travailler sur une vision commune de la ville durable basée sur 3 piliers. La sobriété, la résilience et l'inclusivité. La sobriété tout d'abord. Pourquoi ? Pour une raison basique, simple, logique, mais qu'on a vraiment tendance à oublier quand on parle de développement durable ou de projet durable. Pour être durable, un développement doit être compatible avec les limites physiques de la planète. Et c'est particulièrement le cas dans le domaine de l'énergie. Et je vais illustrer avec l'énergie, mais c'est valable sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur l'ensemble des ressources naturelles. Et cette logique de sobriété, on ne la modélise pas toujours dans nos calculs sur nos différentes trajectoires de durabilité. On a quand même souvent tendance à faire du plus plutôt que du moins. Or, si on prend par exemple la simple question énergétique, alors là j'emprunte des références au Shift Project que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Ce graphe, il est assez illustratif quand même. Ça, c'est le mix énergétique aujourd'hui d'une habitante ou d'un habitant moyen sur la planète. La consommation d'énergie par type d'énergie. Les énergies renouvelables, dont on considère aujourd'hui qu'elles sont la solution, c'est-à-dire on va continuer à consommer autant d'énergie ou réduire un peu, mais cette énergie sera verte, sur ce graphe, les énergies renouvelables, éolien et solaire, c'est le petit rose, hein. C'est le petit rose. Et vous voyez ce que représente l'énergie carbonée aujourd'hui. Donc si on construit toutes nos solutions et nos stratégies de ville durable en partant du principe qu'on va pouvoir consommer autant d'énergie mais qu'elle sera verte, on se trompe. C'est-à-dire que la première priorité d'un projet durable, que ce soit le projet d'une organisation, d'une entreprise ou d'une ville ou d'un territoire ou d'une région, ça devrait être systématiquement de baisser les consommations d'énergie et pour ce dont on aura besoin, évidemment, de verdir la production d'énergie. Mais de ne pas considérer, dans le paradigme de développement de nos projets, qu'on aura toujours un accès infini à l'énergie. Je pense à ça parce que j'ai beaucoup entendu parler, depuis que je suis arrivé, de solutions numériques. Bien sûr, le numérique est une des solutions qui peuvent apporter une véritable plus-value aux logiques de ville durable. Mais ce n'est pas la solution, hein. Il y a des solutions low-tech basées sur l'homme et la nature qui marchent tout aussi bien et qui coûtent beaucoup moins cher aux villes et qui sont encore plus résilientes par rapport à des événements naturels, des grandes inondations, des tempêtes qui vont par exemple nous empêcher d'avoir accès à l'électricité pendant quelques temps, etc., etc. Donc dans une logique de résilience aussi, le tout numérique peut créer de nouvelles vulnérabilités. Donc c'est vraiment important d'avoir le scope global et de repositionner ces sujets numériques comme une des solutions parmi le panel des solutions, notamment à cause de la consommation d'énergie,
mais aussi parce que le numérique, vous le savez, est dépendant de matériaux et terres rares qui vont aussi arriver un jour à leur limite, que l'extraction de ces terres et matériaux rares, par exemple, a des effets assez négatifs sur les écosystèmes en termes d'eau, de biodiversité, etc. Donc il faut penser scope global et pas uniquement carbone. Mais néanmoins, carbone, je vais y venir. Je vais y venir, et une meilleure façon peut-être de représenter le pas que nos sociétés vont devoir accomplir pour une vie zéro carbone en 2050. Vous savez que c'est aujourd'hui les objectifs réglementaires. Hein. On doit tous tendre à un objectif de fonctionnement de nos sociétés qui soit zéro carbone en 2050. Mais je vais prendre un autre graphe du Shift Project que je trouve très parlant. C'est quoi une vie zéro carbone en 2050 si on l'applique à notre mode de fonctionnement de société d'aujourd'hui ? Eh bien, une vie zéro carbone, on considère qu'une habitante ou un habitant aura droit à un crédit de 2 tonnes de carbone, si on compte la compensation naturelle par les océans, les forêts, etc. 2 tonnes de carbone par habitant et par an. Ça représente quoi si on prend le fonctionnement de notre société aujourd'hui ? Ben, ça représente par exemple 8000 km en voiture. Ça représente 35 mètres carrés chauffés au fioul. Ça représente moins d'un repas par jour avec du bœuf. Moins de 5 mètres carrés de construction neuve, d'une maison, d'un immeuble, etc., etc. Mais entendons-nous bien, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est pas cumulatif. C'est-à-dire que si vous décidez de manger de la viande 320 jours par an, vous ne vous déplacez plus, vous ne vous chauffez plus, vous ne vous vêtez plus, etc., etc. Donc c'est ça le gap, le pas qu'on va devoir réaliser. Si vous construisez en 2050, selon les modes constructifs d'aujourd'hui, un appartement de 100 mètres carrés, vous avez épuisé votre crédit carbone pour les 20 ans qui suivent. Et vous ne pouvez pas manger, vous chauffer, vous déplacer, etc., etc. Et je pense qu'on a vraiment besoin de réaliser que la transition vers une société zéro carbone, ce n'est pas le mode d'aujourd'hui avec qu'on va verdir. C'est un nouveau mode de société, c'est une nouvelle vision de ce que doit être l'avenir et la société. Et notamment si on prend la question du carbone qui est basée autant sur les logiques d'atténuation que d'adaptation, qui a été le parent pauvre quand même des logiques climatiques depuis 30 ans. Et l'adaptation nous amène à la résilience qui est le deuxième pilier de l'association France Ville Durable. Et bien la résilience justement, elle est là notamment pour rappeler que même si l'impératif climatique est ultra prioritaire, ce n'est pas le seul impératif pour construire une ville durable. Et que nos villes, nos territoires, moi je raisonne aussi largement en termes de territoire autant que ville, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, sont confrontés ou vont être confrontés à bien d'autres enjeux, parfois à plus court terme, que le seul enjeu climatique, et qu'il faut appréhender l'ensemble de ces enjeux dans une vision plus holistique, plus systémique du fonctionnement de nos territoires et de nos sociétés. Alors il y a plein de définitions de la résilience, mais moi j'aime bien celle-ci, la capacité d'un territoire, hein, pas d'une organisation, d'un territoire, résilience territoriale je parle, hein, parce qu'on peut aussi avoir la résilience industrielle, etc. La capacité d'un territoire, grosso modo, à continuer de fonctionner et de poursuivre ses objectifs de développement indépendamment des chocs majeurs qui vont lui tomber sur la figure. Ça, c'est ce qu'on entend habituellement sur la résilience, hein, la prévention des désastres et le retour à la normale, mais aussi, et c'est ça tout l'intérêt de cette approche beaucoup plus territoriale et de long terme, en réduisant des stress chroniques qui ne sont pas des grandes catastrophes ou des grands événements disruptifs, mais qui atteignent tout autant la capacité de survie ou de développement à long terme du territoire. Les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, les inégalités sociales, etc., etc. On a autant d'enjeux, de phénomènes qui doivent être appréhendés en même temps pour construire une ville durable, en même temps que notre réponse à l'enjeu carbone. Et par exemple, notre réponse à l'enjeu carbone, elle ne doit pas par ailleurs nous poser des problèmes supplémentaires en matière de biodiversité, etc., etc. Donc essayons de ne pas traiter les sujets un par un, mais de les traiter dans une vision un peu plus holistique. C'est ce que propose l'approche de France Ville Durable. Parce que grosso modo, des chocs ou des stress chroniques, je tenais déjà ce propos il y a quelques mois ou années, alors c'était un peu plus difficile que maintenant, parce que maintenant on se rend compte qu'on peut effectivement, même si on ne s'y attend pas, être confronté à des chocs qui viennent totalement bouleverser la société, qui viennent remettre en cause nos fondamentaux. Et là, on vit un événement majeur, mais il peut y en avoir d'autres, et il y en aura d'autres. Et il ne s'agit pas du tout d'avoir un propos anxiogène, il s'agit au contraire d'avoir un propos lucide, réaliste, et de pouvoir dire collectivement à l'ensemble des parties prenantes, parce que nous sommes conscients de tout ça, nous allons prévoir des projets territoriaux qui vont être capables de fonctionner malgré tout ça. C'est en fait donc cette vision plus holistique,
Pour terminer, parce que je vois que j'arrive bientôt à la fin, grosso modo, puisqu'on m'avait demandé initialement de parler de stratégie de résilience, 3 piliers, 3 leviers plus exactement, pour renforcer la résilience d'un territoire. Un, changer quand même assez radicalement de vision du projet urbain. Urbanisme, aménagement, matériaux, réseaux, tout ça doit être conçu comme étant compatible avec les enjeux qu'on a évoqués juste avant. 2, faire évoluer, et ça a beaucoup été dit, et je partage complètement tout ce qui a été dit sur le sujet, la gouvernance territoriale. Et effectivement, on a besoin d'outils. On a certainement besoin d'outils pour ça, pour faciliter, fluidifier cette gouvernance territoriale, casser les silos à l'intérieur des organisations. Alors, je partage entièrement cette logique-là, en particulier dans le public, mais c'est aussi les rapports entre le public et le privé. C'est aussi les rapports avec la société civile, les habitantes et les habitants, et c'est aussi situer la gouvernance dans d'autres échelles de temps et de territoire. J'adorerais développer, mais je n'ai pas le temps. Et le 3e pilier, c'est de considérer que finalement le premier levier de résilience d'un territoire, c'est sa population. Et qu'il faut informer, former, impliquer la population bien davantage dans l'ensemble de ces enjeux de ville durable qu'on l'a fait aujourd'hui. Et c'était justement le dernier pilier de l'association France Ville Durable. Une ville durable est forcément inclusive ou elle n'est pas durable. C'est aussi une spécificité de la ville durable à la française ou à l'européenne. Et donc, pour en savoir plus, puisque j'ai dépassé mon timing de déjà 1 minute, je vous invite à nous contacter, à venir nous voir aussi à l'extérieur. On tient un petit stand. C'est une association ouverte à tout le monde, à toutes les parties prenantes professionnelles, et vous serez les bienvenus. Je vous remercie. Bravo.